Bienvenue à Hockey le magazine. Cette semaine, Jasmin, qu'est-ce qu'on voit? On va parler avec Alex Belzile, joueur du Rocket de Laval, qui a un parcours bien particulier. Tu le sais, Danny, depuis quelques années, on parle beaucoup de lui et il fait sa marque dans l'organisation. On va aussi parler avec Ève Crépeau pour la première fois cette saison, nutritionniste sportive qu'on a depuis quelques années maintenant à l'émission. Toi, de ton côté, sur la glace avec Mathieu Gravel, qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Bien, quelque chose d'intéressant puisqu'il faut apprendre à se positionner sur la glace, gagner les bagarres territoriales. C'est ce qu'on va voir à Hockey le magazine. C'est parti! Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. On est cette semaine avec Alex Belzile, joueur du Rocket de Laval. Merci, Alex, d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alex, tu as eu un parcours qui est assez spectaculaire. Tu as joué dans la Ligue de hockey junior major du Québec entre 2009 et 2012, mais ensuite, tu as passé par 5 équipes de la Ligue de la Côte-Est, 3 équipes de Ligue américaine. Le chemin que tu as eu, il est assez incroyable pour en arriver maintenant à être là en 2019-2020 avec le Rocket. Oui, je pense que il n'y a pas un chemin qui est pareil pour tous les joueurs de hockey. Moi, en bas âge, j'ai eu ma puberté vraiment très tard, donc mon côté patin, force physique et tout, ça, je ne l'avais pas vraiment pour être capable de suivre le chemin normal de tout le monde. Mais j'ai toujours été un gars qui a vraiment été passionné du hockey. Puis moi, depuis que je suis très jeune, c'est juste ça que je rêve de faire plus tard. Juste un jour gagner ma vie avec le hockey. Puis ça me dérangeait pas du tout d'aller dans l'East Coast. Que je me disais, moi, c'est mon chemin à moi, puis ça va juste prendre plus de temps, mais j'ai toujours été très persévérant. À bas âge, j'ai eu de l'adversité, donc je pense que ça m'a juste rendu plus fort. Puis en ce moment, j'arrive dans mes meilleures années, puis c'est là que je m'en viens plus fort mentalement. Donc je pense que le timing est bon. Là. Quand on se transporte un peu dans les années, puis qu'on arrive maintenant plus vers les années qui nous concernent avec le Rocket de Laval, parle-moi de comment c'est arrivé l'aventure du Rocket, l'aventure de l'organisation du Canadien de Montréal avec Joël Bouchard. Ça a été un renouveau un peu pour toi, puis comme tu en parles, une nouvelle chance vraiment de te prouver un petit peu plus vieux que les autres. Oui, exactement. Dans le fond, ça faisait 3 ans que j'étais avec l'organisation des Avalanches Colorado à San Antonio. Puis moi, j'avais mon processus, je vais continuer avec eux autres, ça va bien. Puis surtout, ma dernière saison avant de transférer, ça avait bien été. Dans le fond, j'étais rendu établi dans la Ligue américaine pour la première fois. Donc, j'avais pas du tout comme l'intention de bouger. Mais je renégociais mon contrat, des choses du genre. Puis là, les Canadiens ils ont mis beaucoup d'intérêt à vouloir venir me chercher. Puis fait que finalement, j'ai dit, pourquoi pas. Ça devait être valorisant pour toi, d'avoir l'intérêt comme ça du Canadien qui venait te chercher, que tu sentais qu'il voulait vraiment t'avoir? Oui, c'est sûr, c'est très valorisant. Puis surtout, pour une première fois, je te dirais, dans ma vie, il y avait une autre équipe qui était intéressée. Donc d'habitude, c'est ça, je faisais juste comme renouveler, puis je disais pas un mot. Puis j'étais juste content, dans le fond, d'avoir une chance de jouer dans la Ligue américaine parce que pendant tout mon temps dans l'East Coast, je me disais, OK, ça prend rien qu'une chance. Il faut juste que tu essayes de remonter. Après ça, on verra rendu là. Mais là, on avance une couple d'années après. Puis là, d'autres intérêts ailleurs. Fait que, je me disais, OK, je vais essayer. Puis j'avais entendu des bons mots sur Joël aussi. Je connaissais 0-0, j'avais parlé de ma vie. Donc ça a fait un bon fit. Là. Un an plus tard, je pense que ça a été une très bonne décision. Puis quand on regarde un peu, tu es maintenant âgé de 27 ans, tu es 28 ans, même tu es un vétéran pour la Ligue américaine de hockey avec le Rocket. Parle-moi un peu du rôle que tu as dans cette équipe-là. Elle change beaucoup l'équipe par rapport à l'an dernier. Il y a des nouveaux joueurs maintenant cette année, des jeunes qui arrivent. Tu es un peu le grand frère de tout le monde à l'attaque. La plupart des joueurs de l'équipe sont plus jeunes que toi. Oui, c'est sûr que c'est différent. Là. Je pense pas qu'il y ait une année qui est semblable. L'année passée, c'était la première aussi la première année du coaching staff. Donc, il y avait beaucoup d'enseignements à faire pour commencer. Mais je pense que cette année, on a un bon cercle de vétérans qui reviennent pour une deuxième année. Même si on n'est pas l'équipe la plus vieille, je pense que les joueurs qui reviennent une deuxième année savent déjà à quoi s'attendre puis comment le jeu fonctionne. Donc, ça, si on était une bonne gang à faire ça, je pense que les autres, ils vont juste se greffer à nous. Puis je pense que là, on s'en va dans la bonne direction. Et en terminant sur une note personnelle un peu, je sais que tu y rêves encore au Canadien de Montréal. Tu as eu un bon camp d'entraînement cette saison avec le Canadien. Je suppose que c'est toujours en arrière de ta tête. Comme on dit un jour, là, le rappel, on en parlait de toi d'ailleurs à l'automne. Tu avais eu un super bon camp d'entraînement. Puis je suppose que tu espères que ça se poursuive un peu, peut-être avec un rappel éventuellement. Oui, c'est sûr que moi, depuis que je suis tout jeune, c'est mon but de jouer dans la Ligue nationale. J'ai jamais arrêté d'y croire, je te dirais, même s'il y a des soirs dans East Coast. Dans East Coast, c'était loin. Ouais, il y en a qui me traitaient un peu de fou, mais moi, ça me dérangeait pas. Puis peu importe ce que les gens disent, moi, ça me dérange pas du tout.
ça s'en vient tranquillement pas vite. Je fais juste confiance à mon processus, que si tu travailles fort, tu fais les bonnes choses, il y a de bonnes choses qui vont arriver. C'est vraiment simple, c'est des clichés, mais moi, je suis un gars qui est très, très simple, puis qui, je me complique pas la vie, puis je fais confiance aux choses, puis en tout cas, mon mindset est bon, je pense. Ouais, bonne chance pour cette saison, Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, à la question de la semaine, Danny, on parle d'un coach qu'on a bien connu à Montréal dans les dernières années, qui est de passage cette semaine au Centre Bell avec les Flyers, Michel Therrien. Ce que les gens se rappellent moins, c'est qu'il a été joueur aussi, Michel Therrien. Et ça a été un joueur qui était confronté à des responsabilités. Des responsabilités en fonction du système de jeu, en fonction des choses, comment ça se passe sur la glace. Il y a des positions où c'est moins le cas, mais dans le cas de Michel, c'était très important. Fiez-vous à l'indice de Danny. Voici les 3 choix de réponse pour la question. Est-ce qu'il évoluait A, à la position de défenseur, B, comme gardien ou C, comme joueur de centre? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause à quelle position a évolué Michel Therrien alors qu'il avait une carrière de joueur. La réponse est A, en tant que défenseur. Danny, il a joué dans les années 80. Michel Therrien, tu parlais avant la pause d'une position importante comme défenseur. C'est vraiment le cas. Oui, les défenseurs, le jeu part de la défense, les systèmes de jeu, la lecture, ce que l'adversaire va faire. C'est très, très important que les défenseurs soient alertes. Et souvent, ils font de bons entraîneurs parce que tout ce qui est système de jeu, lecture, information, etc., beaucoup de rigueur dans le travail d'un défenseur. Alors, Michel est probablement inspiré de sa carrière comme joueur, maintenant comme excellent entraîneur de la Ligue. Ouais, j'ai eu une belle carrière comme entraîneur aussi. Encore cette année, on a le bonheur de recevoir Ève Crépeau, nutritionniste sportive, pour une 3e année avec nous. Exact. Merci d'être là encore avec nous, Ève. Ça me fait plaisir. On va se revoir encore pour 4 capsules cette saison, qu'on va parler de nutrition sportive comme on le fait depuis quelques saisons. Et le premier sujet qu'on a déterminé ensemble, c'est de parler de, lorsqu'on a 2 matchs en 2 jours, dans un tournoi, par exemple, un week-end, de gérer une période de 48 heures de nutrition et non pas de 24 heures. D'abord, la première question que je te poserais, c'est l'idée globale, lorsqu'on gère un 48 heures de nutrition, est-ce qu'elle change beaucoup par rapport à celle de 24 heures? Bien, en fait, l'idée, c'est que la récupération est encore plus cruciale. C'est vraiment important, après le premier match, vu qu'on en a un autre le lendemain, de bien récupérer. Ça implique plusieurs choses. Ça implique de bien récupérer au niveau nutrition, donc de manger suffisamment de glucides, suffisamment de protéines. Et il faut le faire très rapidement après le premier match, dans le fond. Donc, on veut du lait au chocolat, par exemple, une collation qui va avoir à la fois des glucides et des protéines très rapidement, puis ensuite de continuer à récupérer tout au long de la journée. Donc, continuer à manger des repas bien équilibrés, glucides, protéines encore. L'hydratation va être super importante parce que pendant un match de hockey, on se déshydrate, on perd énormément d'eau. Donc, si je veux être prêt pour le prochain match le lendemain, c'est super important de boire énormément d'eau, plus qu'à l'habitude. Puis même peut-être de manger un peu plus salé qu'à l'habitude parce qu'on perd beaucoup de sel aussi dans la sueur. Donc, pas hésiter de saler le souper, par exemple, entre les deux. Surtout que ça arrive que ces matchs-là, parfois, c'est un le soir, puis le lendemain, il n'est pas 24 heures après, il est vraiment le lendemain matin, parfois. Donc, la période comme telle, elle est de 12 ou 14 heures entre les 2 matchs. Puis plus le temps est court entre les 2 matchs, plus la récupération est importante parce que j'ai pas beaucoup de temps pour récupérer. Donc, je dois vraiment m'assurer de manger dès que la fin du match finit, d'avoir vraiment des sources de glucides et de protéines rapides. Donc, je dois avoir, par exemple, des fruits, des produits laitiers, du yogourt grec avec des granolas. Typiquement, là, la pizza, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même... Ça ne dérangera pas les jeunes d'en prendre. C'est quand même un bon choix de souper entre les deux. Parce que dans la pizza, j'ai la pâte, donc des glucides, j'ai du fromage avec des protéines. C'est quand même salé, donc ça me permet de récupérer le sel. Puis souvent, les jeunes vont aimer ça, donc c'est quand même un bon choix. Les nutritionnistes qui recommandent la pizza, là, ça arrive pas souvent. Je sais, mais profitez-en. Ouais, c'est ça, dans des situations vraiment particulières. Exact. C'est sûr que je vais recommander plus d'une pizza maison, par exemple, parce que avec les pizzas du commerce, ça peut être très, très riche en gras. Puis ce gras-là qui est plus lourd à digérer, il n'est pas nécessaire. Mais une bonne pizza maison, ça peut être tout aussi bon au niveau du goût, puis au niveau nutritionnel, ça va être parfait. Est-ce que ça t'arrive quand même de faire des plans qui sont vraiment basés sur 48 heures, c'est-à-dire de faire un plan pour le week-end comme tel qui va commencer, par exemple, le samedi matin, qui va nous amener jusqu'au dimanche soir, ou tu restes quand même sur des périodes de, chaque 24 heures? Non, ça peut arriver. Par exemple, il y a des compétitions, il y a plein de types de sports où, justement, des compétitions sont sur 2 jours. Donc, pour avoir autant d'énergie et être aussi prêt à la 2e journée, c'est vraiment important de savoir quoi faire. Et souvent, il faut être prêt pour être au maximum la 2e journée parce que c'est elle la plus importante. Souvent, Exactement. On commence le week-end, mais c'est le dernier match au bout du compte qui va être le plus important, puis celui où il faut le plus être prêt. Tout à fait. Puis, on a tendance à un peu négliger la nutrition après le premier match. Si on est fatigué ou on est content d'avoir gagné, peu importe, puis on pense à autre chose, on va chez soi, on se couche, peu importe. C'est là le moment qui compte. C'est super important. Donc, vraiment penser à la récupération entre les 2 matchs, c'est primordial. Ça fait quand même
des longs week-ends pour les jeunes quand même, où il y a beaucoup d'éléments à retenir, beaucoup de stress par rapport à la performance sportive. Puis là, tu amènes l'élément de nutrition quand même. Y a-tu des conseils que tu donnerais, comment je pourrais dire, plus simples pour vraiment que le jeune se dise, bon, j'ai pas de quoi me casser la tête, mais ça, ces choses-là, il faut absolument que j'y tienne dans ces week-ends-là de match? Oui, mais je te dirais d'avoir avec lui une collation qu'il sait qu'il va prendre dès la fin du match. Donc, vraiment de l'avoir avec lui, pas attendre de devoir l'acheter ou que son parrain le donne, peu importe. De toujours garder en tête de bien s'hydrater, donc d'avoir sa bouteille d'eau avec lui constamment, puis d'essayer de boire par petites gorgées toute la journée, puis de peut-être planifier un repas pizza, par exemple, en famille le soir pour être sûr de bien récupérer. Le sommeil va être important aussi. Ouais, ça, c'est un autre élément quand même. La fameuse nuit entre les deux va devenir primordiale. Très important, exact. C'est pas le temps de faire le party le samedi soir, là. De bien dormir va aider beaucoup à récupérer pour le lendemain. Donc, collation immédiatement après, hydratation, un bon repas et le sommeil. C'est les éléments clés. Bon, ben, un gros merci, Ève. C'est super gentil. On se revoit pour 3 autres capsules plus tard dans la saison. Exactement. Ici Patrice Bergeron. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour Éric, comment ça va? Salut Danny, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Je vois qu'on a des patins, mais aujourd'hui, je suis assez curieux de t'entendre me parler des Bauer sur mesure. Oui, effectivement, c'est nouveau depuis peut-être 2 ans. Bauer fait des patins sur mesure. Moi, j'en reviens pas. Écoute, les premières fois que j'ai entendu parler de ça, je disais, mais non, mais on est complètement ailleurs. La technologie et la business du hockey est en train d'exploser. Oui, ça a beaucoup changé depuis 3-4 ans, je te dirais. Maintenant, il est possible de se faire des patins sur mesure par Bauer. Okay. Choisis ta langue, tu peux mettre ton nom sur la langue, choisis tes lames. La façon que les œillets sont placés, c'est vraiment... La façon des œillets là, sont placés, j'imagine, ça a une implication sur ta flexibilité, comment tu te places pour patiner, etc. Si tu es un patineur qui est plus vers l'avant, j'imagine ça change... Exactement, selon le type de joueur. OK. OK. Et comment ça fonctionne quand ça arrive en boutique? Parce que là, il y a quand même plusieurs sélections. Les jeunes peuvent venir avec leurs parents, mais ça reste leur choix à eux. Les joueurs, ils ont quand même des particularités. Oui, exact. Donc, quand le client arrive en magasin, le jeune joueur ou un adulte, on a une série de questions qu'on va lui poser selon ses besoins. Okay. Type de joueur, combien de fois par semaine il joue. On peut vraiment faire n'importe quoi avec les patins Bauer. C'est un problème de pied. Souvent, c'est difficile de se trouver des patins qui font bien. Okay. Donc, nous, en magasin, avec les patins Bauer, My Bauer, on est capable de s'arranger avec ça. Wow! Ça veut dire, finalement, qu'au niveau du modelage, on est capable d'avoir l'empreinte du pied ou pratiquement. Exact. Avec un scanner, on a un scanner avec 64 caméras. Ça prend 7 secondes. Puis on a vraiment la forme du pied exacte. J'achète. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous parles du Vapor parce que le Pro, 2X Pro a quand même des particularités intéressantes. Celui-là, surtout, écoute, j'ai lu des choses, puis là, je constate qu'il y a quelque chose de spécial par rapport au bout du pied. Exactement. L'embout, il y a plus de 25 000 scans de pieds qui ont été faits par Bauer pour développer cet embout, donc il fait à une multitude de pieds. Alors, vraiment, encore une fois, recherche de confort, mais aussi de sécurité, là. Exactement. Plus de protection, plus de confort. Oui, la beauté, par exemple, dans le hockey, et surtout le hockey professionnel, c'est qu'il y a plus qu'un bon joueur quand même. Et il y a des patins pour différents styles de joueurs. Et pour moi, d'avoir eu la chance de le côtoyer puis de le voir jouer durant les compétitions, surtout les compétitions internationales, mais aussi lors des conquêtes de la Coupe Stanley, pour moi, Sidney Crosby est un petit quelque chose. Comment ça, tu nous parles de ses patins? Effectivement, c'est exactement le modèle que Sidney Crosby utilise depuis l'année dernière, le Ripcord 80K. Et lui, c'est un patin qui a beaucoup de souplesse. On le sait, Crosby, c'est un patineur qui aime beaucoup fléchir les jambes, puis il est très solide. Il va souvent en coin de patinoire pour bagarrer pour des rondelles libres, mais aussi pour défier l'adversaire. Donc, le niveau de flexibilité et de réponse pour ses patins, c'est quand même super important. Oui, exact. Puis, de nos jours, les patins sont de plus en plus raides, mais le CCM offre une option beaucoup plus souple avec le Ripcord 80K pour des joueurs comme Sidney Crosby. Puis ce qui est fascinant de ces patins-là, c'est que même avec la souplesse, le joueur n'est pas déstabilisé, dans le sens que les patins sont souples comme ça, mais sur les côtés et le talon, tout ça, c'est très rigide. Donc, il est quand même capable de maintenir sa position. C'est dur, là. Je regarde ça, c'est quand même rigide. Ça n'a rien à voir avec les patins d'antan. Non. C'est moins rigide qu'un Super Tax, par exemple, mais beaucoup plus souple, assez souple pour être très confortable.
Et encore une fois, il y a toute la caractéristique de la lame. Celle-là a quelque chose d'assez particulier aussi. Elle est amovible. Là. Exactement, elle est amovible. C'est un nouveau... Bauer avait ça depuis quelques années, mais CCM arrive avec ça cette année sur 2 modèles. Okay. En quelques secondes, tu défais la vis, tu enlèves la lame, tu la changes, puis tu manques pas de temps sur la patinoire. Alors, et au niveau de l'entretien de ces lames-là, c'est un entretien qui est standard, quoi? C'est régulier, parce que quand même, on voit les composantes. Moi, à mon âge, dans mon temps... Non, mais tu sais, les lames sont noires, les lames ont des composantes différentes. Maintenant, il y a différents matériaux qui sont utilisés. Est-ce que ça change l'affûtage? L'affûtage, c'est pratiquement la même chose, mais c'est l'entretien que nous, on fait en magasin. On a des pierres précises pour ne pas abîmer l'enduit qui est par-dessus les lames. Il y a quand même un autre élément qui est super intéressant là-dedans, c'est la mousse à l'intérieur des patins qui crée comme une botte de ski, en fait. Oui, belle comparaison. C'est quand même assez mou. Donc, quand tu l'enfiles, tu le fais chauffer, le confort est vraiment... Ça moule à ton pied, exactement. Ça vient vraiment faire... Fait que là, c'est comme des pantoufles. Oui, exact. Et on vous invite à rester avec nous la semaine prochaine parce qu'on a encore d'autres choses d'assez intéressantes du côté des patins. Bonjour, ici Sean Couturier. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Allô Mathieu, cette semaine, bagarre territoriale. On pense souvent là, au hockey sur glace. C'est important, bien évidemment, là, le contrôle de la rondelle, prendre possession de la rondelle, protéger la rondelle. Mais tout ça, là, ça n'arrive pas si on ne réussit pas à se placer physiquement dans la bonne position. Effectivement, puis tu l'as bien dit, c'est le positionnement de ton corps dans l'endroit, comment tu vas te positionner. Par rapport à la rondelle exact. Et le joueur adverse. Très souvent, il y a des joueurs qui se font prendre leur position, puis là, leur distance de patinage est plus grande, c'est plus difficile. Tandis que si je suis bien positionné, je peux être un moins bon patineur, mais être bien positionné va me donner un avantage sur un bon patineur pareil. Donc, souvent, d'être bien positionné, c'est d'être entre la rondelle et l'adversaire. C'est ce qu'on cherche à faire le plus souvent possible. C'est ça, exactement. Là, tu nous proposes un exercice qui va impliquer un petit peu d'engagement physique de la part des joueurs pour réussir à gagner vraiment cette bagarre territoriale. Exactement. On parle de ligne de patinage. C'est comment aller chercher l'intérieur du joueur pour pouvoir avoir un écart entre lui quand je vais récupérer la rondelle. Puis après ça, de pouvoir faire un jeu, ainsi de suite. On vous regarde travailler. OK, on va se placer un groupe patin en arrière du côté. Puis on va prendre la même chose ici, de ce côté-ci, sur la ligne de ringuette. Alors, les deux joueurs, vous devez aller tourner vers la gauche du cône. Alors, vous avez une course à peu près qui va s'étendre jusqu'ici. Puis rendu ici, ça va être important de venir prendre l'intérieur avec ton corps. Ça veut dire qu'il va falloir être fléchi bas, rentrer l'épaule à l'intérieur pour pouvoir rentrer, créer un écart et tourner autour du cône par la suite. Est-ce que c'est bon? C'est parti. Encore une fois, go! Go! Et on peut venir s'appuyer sur le joueur. On peut venir s'appuyer, pas juste passer devant lui, mais être capable de pouvoir créer un contact aussi. Pas une mise en échec, mais venir passer devant lui. Go! Go! Rentre à l'intérieur, c'est ça, exactement. Le contact physique va nous aider à créer l'écart entre les joueurs. On va le freiner un petit peu, on va le déstabiliser, sans donner la mise en échec, juste de toucher, créer une instabilité, et après ça, rentrer à l'intérieur pour pouvoir prendre la rondelle. Alors là, Mathieu, on enlève le cône, on place une rondelle, et là, il va y avoir un petit peu plus d'action. On va demander aux joueurs de saisir cette rondelle, de la protéger. Donc après, l'action va continuer. Là. Exactement. Là, on rajoute l'aspect de protection de rondelle. Tantôt, les joueurs arrivaient un côté de l'autre, passaient un devant l'autre, tassaient le joueur. Après ça, ils tournaient. Là, présentement, il faut qu'ils récupèrent la rondelle, la protègent, puis après ça, il faut qu'ils soient capables de faire une action pour pouvoir faire une passe par la suite. Donc, c'est très important, lorsque le joueur récupère la rondelle, tout de suite, il faut qu'il l'éloigne un peu de son corps. Tu comprends? Il est en virage, mais en même temps, il doit l'éloigner de l'adversaire. L'objectif, c'est d'avoir le corps entre l'adversaire et sa rondelle. Aussitôt qu'il va arriver à la rondelle, la première chose qu'il doit faire, c'est l'éloigner, placer son corps, puis créer justement le contact physique pour créer l'écart par la suite. Et le fait de déplacer la rondelle, de la projeter, va également l'inciter à compléter son virage peut-être plus efficacement, puis de façon plus dynamique. Merci. C'est parti. Rentre à l'intérieur. Parfait.
Alors, dans une séquence comme celle-là, ce qui est vraiment important pour les joueurs, c'est la bagarre territoriale. C'est de réussir à entrer dans la ligne de patinage et empêcher l'adversaire de saisir la rondelle. Donc, il y a une technique importante et en agissant de la sorte, ce que le joueur va également provoquer, c'est des situations où il pourrait y avoir des pénalités parce que une fois que tu as gagné cette fameuse bagarre, l'adversaire va pas utiliser son bâton, va essayer d'aller vers la rondelle et là, il peut y avoir des pénalités pour avoir accroché, etc. Donc, c'est vraiment super important que les jeunes joueurs apprennent et c'est aussi une question de sécurité. Avant d'aller vers la rondelle, c'est de gagner la ligne de patinage, de la contrôler pour ensuite aller vers la rondelle libre. Go! Alors, on vient d'ajouter une composante de tir au filet, mais on veut travailler dans tous les entraînements avec des séquences où vraiment les joueurs travaillent sur les rondelles libres et sont en mesure de réagir. Alors, il y a la protection de rondelles qui vient avec la bagarre territoriale, le retour vers l'enclave, donc une simulation de jeu en zone adverse. Et par la suite, on veut que les joueurs s'habituent à sortir du territoire rapidement. Pourquoi? Situation de repli défensif, situation de match. Super important d'avoir les joueurs à pleine intensité, de reproduire des situations de match dans tout temps, en tout cas le plus souvent possible à l'entraînement. Mathieu, belle variante. On a intégré le gardien de but, on a intégré un petit peu plus de course encore, d'intensité. Tout ça dans le but de reproduire des situations de match? Bien, plus qu'on simplifie au début pour travailler sur un élément technique, puis par la suite, on rajoute des composants qui vont nous amener vers la situation de match. On a pu remarquer des 2-3 premières séquences qu'on l'a faites en rajoutant la rondelle. Tout de suite. Là, la rondelle, on a passé, on a la tête haute, on a passé par-dessus, on a une chute. On a rajouté. La concentration, exactement. c'est pas à bonne place. Parce que là, on focusait sur le fait de pouvoir prendre l'avantage avec notre corps. On rajoute la rondelle, une autre composante. C'est important d'y aller progressivement et pas tout arriver, mettre les choses en même temps. D'être patient, donc, pour les entraîneurs, puis de bien cerner les éléments qu'on veut enseigner. Exactement. Si vous voulez en savoir plus, allez bien sûr sur rds.ca/Play 360. Alors, Jasmin, qu'est-ce qu'on voit la semaine prochaine? On va rencontrer la semaine prochaine Nathan Légaré et Samuel Poulain, deux amis de longue date qui sont maintenant dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, qui ont été repêchés en juin dernier. Ce sera évidemment un reportage que j'ai bien hâte de vous montrer. Toi, de ton côté, tu vas rencontrer Pierre Allard, préparateur physique, pour une première fois. Oui, on travaille sur les transferts. Donc, ce qu'on apprend et ce qu'on acquiert dans le gymnase, comment on peut le transférer sur la glace. La première leçon, c'est vraiment sur toutes les torsions de corps, comment on peut faire pour utiliser ça dans l'action sur la patinoire. Tout ça et plus encore la semaine prochaine, c'est un rendez-vous à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.